Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Cette journée Octobre Rose qu'organise la clinique Hartmann Ambroise Paré. Je nous présente brièvement Didier Bourgeois et moi-même, donc Eric Seban. Nous sommes chirurgiens cancérologues spécialisés dans la prise en charge des cancers du sein. On travaille à Hartmann depuis une vingtaine d'années. On travaille dans une équipe pluridisciplinaire. C'est un mot très important, pluridisciplinaire. Et toute l'équipe est là pour prendre en charge les patients parce que le cancer du sein se soigne par équipe avec des chimiothérapeutes, des radiothérapeutes, des radiologues, des oncologues, des chirurgiens. Donc on a tout le plateau technique à la clinique Hartmann et on traite par an environ 700 patients qui sont atteints de cancer du sein. Je vous rappelle la fréquence du cancer du sein en France. Les derniers chiffres parlent de 58 000 nouveaux cas par an avec des taux de guérison qui ne cessent de monter. On est pas loin des 90% de patientes qui sont guéries, qui ont eu un cancer du sein, mais on a encore à déplorer près de 12 000 décès par an. Et c'est un des cancers qui se soigne le mieux actuellement. Donc je vais poser le sujet. Alors ce qui serait sympathique, c'est que vous n'hésitiez pas, soit en ligne, soit des visuels, à nous poser des questions, pour que ce soit très interactif. Donc l'idée là, c'est de vous parler un petit peu de la désescalade dans la prise en charge des cancers du sein. On a commencé nos études il y a une trentaine d'années et c'est vrai qu'il y a eu une révolution dans la prise en charge des cancers du sein qui va dans le sens d'une meilleure prise en charge et surtout d'une diminution des effets secondaires des traitements proposés aux patients, que ces traitements soient médicaux ou chirurgicaux, et ça va être l'objet de notre sujet aujourd'hui. Je vais rebondir un peu sur ce que dit Eric. Effectivement, vous avez certainement compris que la médecine a beaucoup changé dans ces dernières années, et la cancérologie en particulier. On a la chance d'avoir une spécialité qui est très interactive, qui participe de plein de nouveautés thérapeutiques et de nouveautés diagnostiques. Et donc en fait, ça nous permet de toujours nous remettre en question sur les traitements. Alors quand on reprend un peu l'histoire du cancer, du traitement du cancer du sein, pour se focaliser sur notre sujet, on s'est aperçu qu'on a eu une phase où au contraire on a essayé de poser le problème en disant finalement plus on va traiter fort, mieux on va traiter. Et puis finalement on a cherché à personnaliser notre médecine, notre diagnostic et nos traitements, et on s'est aperçu qu'en traitant 100% des patients de façon intense, finalement on ne guérissait pas 100% des patients, mais par contre on allait avoir de nombreux effets secondaires, de nombreuses complications. Donc on a essayé de devenir plus personnalisé dans nos traitements et donc de serrer nos patients en groupe et donc de pouvoir réserver à certains patients des traitements optimisés, que ce soit des traitements chirurgicaux mais aussi des traitements médicaux. Vous verrez, on va essayer de vous expliquer un petit peu. Sur la chirurgie, sur le cancer du sein, c'est assez simple puisque on est assez binaire, c'est soit on retire le sein, soit on garde le sein. Donc effectivement, au début, on faisait énormément de mastectomie, et puis on a vu qu'on allait de plus en plus dans les traitements conservateurs. Donc ça, c'était un premier gain sur le plan chirurgical, moins de mastectomie. Et puis ensuite, après, on a eu la chirurgie ganglionnaire. Donc c'est pareil, on était assez invasif, on faisait des curages axillaires à tous nos patients. On retirait plus d'une dizaine de ganglions, et on s'apercevait qu'on finalement faisait des curages axillaires avec des patients qui n'avaient pas de ganglions d'atteinte. On retirait 15-20 ganglions négatifs, ça en soi aucun intérêt. Et donc on a développé une technique qui s'appelle la technique du ganglion sentinelle. Pareil, des escalades, moins de chirurgie, donc moins de complications. Et puis on a aussi maintenant évolué dans la stratégie sur les ganglions sentinelles. Quand les ganglions sentinelles, est-ce qu'on fait systématiquement un curage ou est-ce qu'on fait un autre traitement que le curage axillaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une chimiothérapie, est-ce qu'on fait une radiothérapie? Et donc vous allez voir, on s'est considérablement amélioré pour ça. Alors là, on parle de chirurgie, donc je recentre la chirurgie dans l'équipe pluridisciplinaire et vous verrez que c'est tous ces traitements qui ont permis en fait d'arriver à des traitements beaucoup plus personnalisés et allégés. Il y a eu plusieurs révolutions dans la prise en charge des cancers du sein. La première révolution, c'est la généralisation de la radiothérapie. Dans les années 80, les femmes n'avaient pas de radiothérapie.
Et les médecins avaient beaucoup peur des récidives et donc ils faisaient des mammectomies systématiques. La radiothérapie s'est généralisée et a permis donc qu'on puisse proposer des traitements conservateurs. La deuxième révolution, c'est l'arrivée des chimiothérapies qui nous ont permis de soigner des gens qui avaient soit des ganglions atteints, soit des métastases. Ces gens-là ne guérissaient pas avant l'arrivée des chimiothérapies. La révolution chirurgicale, comme l'a dit Didier, c'est l'avènement du ganglion sentinelle, en effet, qui a permis donc d'économiser 80% des gros bras, qui était la séquelle principale de la chirurgie du cancer du sein. Et c'était un peu la double peine, puisqu'en fait la patiente a un cancer du sein, elle est guérie, et pendant des années, elle va se traîner ce bras lourd, gros, qui va beaucoup l'handicaper dans sa vie sociale et professionnelle et personnelle. On a une autre révolution qui est en train de poindre, c'est la chirurgie ambulatoire. Il y a 20 ans, on hospitalisait les gens des jours et des jours pour des mammectomies ou pour des tumorectomies curage. Actuellement, on peut prendre en charge près de 80% des patients en ambulatoire. La patiente rentre le matin, elle fait des examens la veille, elle arrive le matin, on fait l'intervention chirurgicale, elle sort le jour même, elle rentre chez elle, elle retrouve sa famille, elle ne risque pas d'avoir d'infection nosocomiale, elle aura un arrêt de travail plus court, des suites plus simples. C'est tout bénéfice pour le patient, pour la famille et pour la société. Donc effectivement, on voit que les complications, c'est des complications physiques, mais c'est aussi des complications psychologiques. Ça, c'est une donnée particulière de notre spécialité qu'est la cancérologie, c'est qu'il y a une grosse implication psychologique. C'est-à-dire que quand on compare finalement un conservateur versus une mastectomie, il y a effectivement le côté thérapeutique, mais il y a aussi le côté psychologique. Perdre un sein, c'est quand même pas tout à fait la même chose que garder un sein. Et donc on essaye d'améliorer ça. Le traitement ambulatoire, ça rend le cancer moins agressif. Pas parce qu'il est moins agressif, c'est parce que les traitements deviennent moins agressifs. Psychologiquement, remettre une patiente rapidement dans la circulation de sa vie quotidienne, de sa vie de femme, de sa vie de mère, de sa vie professionnelle, finalement c'est quelque part rendre la maladie plus acceptable. On le voit avec la phase Covid, c'est-à-dire que quand on parle en permanence d'une maladie, on la rend anxiogène. Le cancer, il faut diminuer ce niveau d'anxiété. Et effectivement, minimiser les traitements, c'est diminuer ce niveau d'anxiété. Et effectivement, la chirurgie ambulatoire permet tout à fait ça. Alors, dans la mastectomie, on a aussi cherché, puisqu'il y a toujours des indications de mastectomie, pour que vous gardiez un peu en tête, le pourcentage de mastectomie, c'est de l'ordre de 15 à 20%. Donc pour ces patientes-là, quand on ne peut pas faire autre chose que de proposer une mastectomie, eh bien, on a développé la reconstruction mammaire. Et puis dans la reconstruction mammaire, on a développé la reconstruction mammaire immédiate. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est de plus en plus présent rapidement pour favoriser cette remise psychologique en route de nos patients, parce qu'une reconstruction mammaire qui va avoir lieu 1 an ou 2 ans après, ce n'est pas la même chose qu'une reconstruction mammaire immédiate. Et donc on essaye de plus en plus de développer la stratégie d'une reconstruction mammaire immédiate pour toutes. Donc on a des barrières qui progressivement diminuent, disparaissent, parce qu'on a beaucoup de dogmes en médecine, mais de temps en temps, progressivement, il faut faire tomber ces dogmes. Alors pareil, on vous a parlé de la chirurgie en tant que valeur thérapeutique, mais la chirurgie, ça a aussi une donnée informative. Et ça, c'est essentiel, parce qu'on ne travaille pas que pour nous, on travaille aussi pour vous et pour les oncologues. C'est-à-dire que quand on va faire un geste chirurgical, on va retirer une tumeur, cette tumeur, elle va être analysée, et ces analyses vont donner des informations. Et ces informations sont de plus en plus importantes dans le choix de la stratégie et dans la qualité de cette stratégie. Et Eric, je pense que tu vas nous en parler. Maintenant, on fait des analyses génétiques, génomiques des tumeurs du sein, justement pour diminuer l'impact des traitements dits adjuvants, c'est-à-dire diminuer la chimiothérapie. Donc vous voyez que la chirurgie, ça a un impact direct, mais c'est aussi un impact indirect. Oui, donc un mot sur la génomique, c'est très intéressant, parce qu'on a connu, nous, une époque où on était quasiment dans le tout chimiothérapie. Toutes les patientes qui avaient un petit facteur de risque particulier avaient droit à une chimiothérapie, et on sait pertinemment que ces chimiothérapies étaient inutiles, au mieux, voire délétères. Les chimiothérapies font perdre les cheveux, donnent des nausées, des vomissements, désocialisent le patient. Et pour information,
on a près de 1% de complications graves hématologiques après chimiothérapie à type de leucémie. Chez ces chimiothérapies, les indications doivent être vraiment sous-pesées avant de les poser. Et en fait, en prenant un petit bout de tumeur et en analysant le génome de la tumeur, on va avoir un peu la carte d'identité de la maladie, du cancer, parce qu'il n'y a pas un cancer, il y a des cancers qui sont tous différents les uns des autres. Et en fait, en analysant ce génome, on saura si la maladie est à risque de récidive ou pas. Et on a souvent des bonnes surprises. Vous avez des indices qui vous inquiètent sur les résultats de l'intervention chirurgicale, sur les résultats de la tumeur. On envoie ce petit bout de tumeur en analyse, et là, surprise, le risque de récidive est bas. Et si le risque de récidive est bas, la chimiothérapie n'a aucun intérêt. Et donc en fait, ça permet une décroissance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va réviser les indications de chimiothérapie, on va épargner les chimiothérapies à des malades qui n'en avaient pas besoin. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est des tests qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc nous, on a un partenariat avec le laboratoire qui permet donc d'offrir ce test à la patiente. C'est des tests qui coûtent cher, entre 2 et 3 000 $, parce que c'est des tests qui sont faits aux USA. Et on espère que dans les années à venir, ce test pourra être pris en charge par l'assurance maladie et que toutes les patientes pourront en bénéficier. Je voudrais dire un mot, parce que ça me tient vraiment à cœur, parce que là on parle en fait de la maladie, on ne parle pas du malade. Donc en fait, en 2020 et dans notre équipe, on a vraiment très à cœur de remettre le malade au centre du traitement. On soigne un malade, pas une maladie. Le malade doit être acteur de sa prise en charge. Et nous, on ne doit pas être omnibulé par guérir la maladie. Certes, c'est l'objectif principal, mais on doit, 1, guérir la maladie, 2, alléger autant que faire se peut les effets secondaires de la maladie et des traitements. Et donc, on a besoin pour ça de s'entourer d'équipes paramédicales qui vont aider le patient à passer le cap des traitements et de la maladie. Alors ça peut être des nutritionnistes, des coachs sportifs, des diététiciens, des sophrologues, des acupuncteurs, bref, toutes les spécialités qui vont aider le malade dans sa maladie et dans son traitement. On a fondé l'Institut Raphaël, qui est un partenariat avec la clinique Hartmann, et qui va, dans les années à venir, j'espère, beaucoup aider tous nos malades à passer ce cap du cancer, puisque les malades vont être guéris. Et il ne faut pas les rendre cassés à la société, il faut les rendre en bonne forme physique, psychique, dans une bonne santé, mentale et physique. Je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des points que vous voulez qu'on développe un petit peu plus sur les traitements, sur les stratégies, sur la personnalisation des soins. Moi, je poserais bien une question sur un sujet qui me préoccupe. Alors, je suis une patiente du docteur Delfoy, qui a été opérée en 2018. Et je voudrais savoir avec toutes les techniques que vous avez mises en place de traitement, est-ce que vous constatez quand même des taux de récidive élevés ou pas? Quel est le niveau de récidive? Et est-ce que la récidive peut être dépendante par exemple de l'âge de la patiente Voilà, c'est un sujet qui me préoccupe, la récidive. À quel moment ça peut se produire dans le temps? Est-ce que l'âge de la patiente peut influer? Voilà, ce sont mes questions. Alors c'est une question et je vais répondre un peu différemment. Parce que je pense qu'avant de parler de récidive, il faut parler de guérison. Je pense que toujours il faut être positif. Oui, alors à quel moment on peut déclarer guéri? Donc quand on part dans un traitement, mais là-dessus je suis... moi quand je revois mes patients, je leur dis toujours, je n'attends que vous veniez qu'avec des examens normaux. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à une récidive, même si effectivement on sait que les taux de récidive ne sont pas équivalents en fonction des patients. Et donc effectivement l'âge est une donnée importante, mais aussi en fonction du cancer et de la présentation initiale du cancer. Pareil, puisqu'on avait parlé de la génomique, c'est-à-dire que ces indices d'analyse de gènes de tumeurs ont une valeur prédictive, c'est-à-dire d'efficacité de certains traitements, c'est-à-dire de hormonothérapie versus chimio plus hormonothérapie,
mais aussi des données pronostiques. C'est-à-dire que le fait de faire ces tests-là vont nous donner un risque un peu plus précis que ce qu'on avait avant sur le risque de récidive. Et donc, de ce risque de récidive, on peut être peut-être un petit peu plus à même de vous surveiller. Encore que, de toute façon, on vous surveille quasiment toujours de la même façon, sauf pour certains cancers qui sont considérés comme des cancers très agressifs, que sont les cancers dits triple négatifs. Mais en règle générale, on est toujours, je dirais plutôt dans la bienveillance de l'absence de récidive, plutôt que dans l'attente d'un événement. Et je pense qu'il y a la part psychologique liée à vous, patients, de ne pas vous attendre à ce que le ciel un jour vous tombe sur la tête, pour moi me paraît essentiel. Eric le disait, le psychologique est vraiment une donnée majeure. Parce que de toute façon, la surveillance ne va pas éviter la récidive. La surveillance va être juste là pour la prendre la plus précocement possible et pour pouvoir faire en sorte que cette récidive ne vous fasse pas baisser dans vos chances de guérison future. On a de plus en plus, moi j'avais un patron qui est décédé, qui était mon patron de chimiothérapie de Curie, qui il y a 30 ans disait « la métastase signe l'arrêt de mort ». Mais c'est terminé, c'est une notion qui est terminée. C'est-à-dire qu'on a des tonnes de patients qui ont des localisations secondaires métastatiques et qui sont guéris. Donc en fait, la métastase n'est plus un élément rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on a des traitements qui sont des traitements généraux, donc des traitements d'hormonothérapie, de chimiothérapie, mais aussi des traitements de radiothérapie avec l'avènement du cyberknife, on peut traiter les localisations métastatiques qui avant n'étaient pas accessibles. Et donc en fait, on a vraiment révolutionné en traitant mieux, en traitant moins et en traitant plus ciblé. Je vais me permettre de resituer le problème. Quand on vous dit qu'on guérit 90% des patients, dans ces patientes-là, il y a celles qui ont une tumeur de 1 cm de bon pronostic, il y a aussi celles qui ont des métastases osseuses, hépatiques, cérébrales. Donc, si vous prenez le petit cancer classique, une femme de 60 ans qui a une tumeur de 1 cm de bon grade avec des ganglions négatifs, la patiente, elle est guérie dans 98% des cas. Je vais vous resituer les chiffres. Cancer de l'ovaire, 30% de survie. Cancer du côlon, 50% de survie. Cancer du poumon, 10% de survie. Cancer du sein, 90% de survie. Donc, bien sûr qu'il y a des récidives, mais il y a surtout des guérisons. Le cancer du sein peut récidiver tardivement. Il faut avoir une surveillance importante pendant les 10 premières années. Mais 90% de guérison. Est-ce qu'on peut faire un test génomique, c'est ça? A posteriori? Non. En fait, le test génomique, c'est intéressant pour savoir si vous faites une chimiothérapie ou pas. Donc ça a peu d'intérêt. Oui. Et puis la connaissance, enfin, ce que je vous disais, la connaissance entre guillemets du risque n'évite pas la surveillance. N'évite pas la surveillance. Moi, ça me fait penser au Covid, ça. On est obligé d'en parler. C'est-à-dire que, bien sûr que le Covid est une maladie grave, et on en parle tellement, on ne parle que ça dans les journaux, et j'ose même pas imaginer le nombre de dépressions, de suicides et de troubles psychiatriques induits par ces informations délétères. Ne tombons pas dans ce piège dans le cancer du sein. On est vraiment dans une croissance exponentielle des guérisons, et c'est un cancer qu'on soigne très bien. C'est ça la conclusion qu'on peut tirer pour le cancer du sein. C'est une maladie qu'on soigne très très bien. C'est devenu une maladie chronique. Parce que même celles qui ont des métastases, effectivement, on va leur faire une chimiothérapie, elles vont faire, la métastase va disparaître. Peut-être qu'elle réapparaîtra, on aura un autre traitement, on aura le cyberknife, ou un autre traitement, une autre thérapie ciblée, mais on va réussir à les maintenir en bonne santé et en bon état général. D'autres questions? Quels sont les facteurs qui amènent à la récidive? Enfin, c'est un peu compliqué. Ouais.
Ouais, oui, c'est C'est compliqué, le mais en fait, hasard, plus une tumeur a des facteurs de risque importants, plus le risque de récidive existe. Le premier c'est y a-t-il ou n'y a-t-il pas une atteinte ganglionnaire? Y a-t-il des métastases? Le grade de la tumeur. Le fait que la tumeur soit hormonosensible ou pas. L'hormonodépendance, c'est important. La prolifération, le KI67, dont vous avez tout entendu parler, est-ce qu'il est élevé ou bas? Donc on a des indices qui nous permettent de préjuger de la gravité de la maladie. Mais, comme je vous le dis, même les maladies cancéreuses du sein graves se guérissent. Oui. J'en reviens à ça. Vous voulez nous demander? Pensée positive. Oui. Mais c'est essentiel. Oui, C'est essentiel ouais. parce qu'il ne faut pas vivre, avec une épée de Damoclès, il faut pas vivre avec l'idée que la maladie va revenir. On a tous beaucoup de patientes qui ont plusieurs pathologies et qui ont eu un cancer. Et dans 95% des cas, les patientes me disent toutes, finalement, mon cancer que j'ai eu, c'est ce qui m'embête le moins. Parce que mon diabète, je m'en sors jamais, ma maladie de Crohn, je m'en sors jamais, mon Parkinson, je m'en sors jamais. Par contre, mon cancer du sein, je viens vous voir une fois par an, on fait les examens, on discute, on papote, et puis tout va bien dans 90% des cas. Et donc nous, on est juste là pour récupérer quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, parce qu'on est clairement, alors après on n'est pas tous d'accord dans les différentes équipes, mais en tout cas à Hartmann, on est clairement à l'écoute de ça, parce qu'on pense que dépister, diagnostiquer la récidive la plus précocement possible permet d'éviter que cette récidive-là soit vraiment délétère. Donc il faut une surveillance, Eric le disait, il faut une surveillance longue. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre spécialité, c'est comme on vous guérit de plus en plus longtemps, qu'on fait des dépistages de plus en plus précocement, on a une chaîne de patients de plus en plus importante, et donc nos surveillances sont de plus en plus lourdes à faire. Et il faut continuer à le faire, parce qu'on ne peut pas vous abandonner sur le coin du chemin parce qu'on a autre chose à faire. Est-ce qu'il y a les relations entre cancer et Covid? Parce que j'ai entendu que certaines personnes qui ont le cancer, s'ils attrapent le Covid, ça peut devenir très très grave. Comment il y a les relations entre les deux? En fait, pas spécifiquement pour le cancer du sein, mais le Covid est grave chez les gens qui ont des maladies graves ou des traitements lourds. Pour prendre l'exemple du cancer du sein, une dame opérée d'un cancer du sein qui attrape le Covid, c'est pas très grave. À part si elle a des pathologies autres, comme le diabète, ou des maladies cardiovasculaires, ou si elle est obèse. Le fait d'être en radiothérapie et d'attraper le Covid, c'est pas non plus un drame en soi. Le fait d'être en hormonothérapie, vous savez, le traitement qu'on prend pendant 5 ans, ça ne prédispose pas à avoir une complication de la maladie Covid. Il y a une chose qui prédispose à avoir des soucis si on attrape le Covid, c'est les femmes sous chimiothérapie, puisqu'elles ont une diminution de leur immunité. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est en chimiothérapie de ne pas attraper le Covid. Parce que c'est immunitaire. C'est un problème d'immunité, absolument, oui. C'est ça, absolument. Merci. Et le principal poison de la Covid vis-à-vis du cancer, c'est le retard au diagnostic et le retard au dépistage. C'est-à-dire que si on met tous les efforts de santé, et c'est très bien, mais il ne faut pas oublier les autres pathologies, en particulier la pathologie cancéreuse. On l'a vu lors de la première vague. Lors de la première vague, les radiologues ne faisaient plus de mammographie de dépistage. Plus de mammographie de dépistage, ça veut dire plus de dépistage de petits cancers. Et le cancer, lui, il continue à évoluer. Alors, si le cancer n'est pas grave, si c'est un gradin, 4 mois, 6 mois, ça ne va rien changer à l'histoire. Par contre, si vous tirez un mauvais numéro, c'est-à-dire c'est triple négatif, là, ça peut changer les choses. Et donc, effectivement, pour moi, la principale interaction entre Covid et cancer, c'est le retard au diagnostic, le retard à la prise en charge et cette perte de chance
qu'on estime dans notre spécialité à nous sur 15% des patients. Ça a été chiffré. Hein. 3000 patients qui ont... Alors, il y a une perte de chance pour 3000 patients par rapport à la première vague de mars-avril. Pour le cancer du sein, spécifiquement. Il y a 58 000 cas par an en France. Et il y a 3000 femmes qui ont eu un retard au diagnostic et donc au traitement. Pour leur cancer, ça peut être visible. Alors là, c'est un message à faire passer. Si vous palpez quelque chose, n'attendez pas un mois ou deux pour aller en consultation, il faut y aller tout de suite. Vous aurez le droit de circuler. Allez faire vos radios, allez faire vos radios de surveillance, allez chez le médecin vous faire surveiller et surtout faites-vous traiter et ne retardez pas les traitements, chimio, rayons, chirurgie, quels que soient les traitements. C'est impératif. Il y a un magnifique appel, je ne sais pas si vous l'avez entendu d'hier, d'Axel Kahn, qui est le président de la Ligue, qui a fait un appel justement pour dire attention, attention. Ouais, c'est un peu plus. Il avait déjà lancé des alertes. Tout le monde a lancé, tout le monde a lancé effectivement des alertes. Alors nous on prêche pour notre paroisse qui est la cancérologie, mais quand vous entendez les psychiatres, ils prêchent pour aussi leur paroisse parce qu'ils ont aussi des problèmes avec les maladies psychiatriques, les dépressions qui sont pas prises en charge. Le diabète qui est maltraité, les maladies cardiovasculaires qui ne sont pas prises en charge, les gens qui arrivent avec des infarctus massifs parce que ça a traîné, ils avaient des douleurs thoraciques, ils n'ont pas été vus en consultation. Dans tous les domaines. Des Covid, on peut avoir des morts. Et je pense que c'est après, je pense qu'il y a une double interaction. Il y a une interaction effectivement de peur de patients de venir dans des établissements de santé ou d'aller voir les médecins, ce qu'on peut comprendre, puisque on vous dit que le Covid, vous pouvez le choper à peu près n'importe quand, n'importe où. Donc la peur d'aller, effectivement, il y a toujours plus de malades dans les hôpitaux qu'ailleurs, donc ça c'est clair. Mais il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire que dans tous les établissements, on prend en charge les patients avec les mesures de sécurité, avec nos salles d'attente dans lesquelles, pour mes patientes, où normalement vous étiez 10 en salle d'attente, maintenant vous êtes maximum 2, donc on a limité ce genre d'interaction sociale dans les cabinets médicaux. Ok. Vous avez quelques questions? Merci.